Bonjour à tous. Je remercie d'abord Florian Philippot d'avoir organisé ces assises et surtout d'avoir organisé dans les rues de Paris et ailleurs des manifestations contre l'OTAN. Car quand notre souveraineté nationale est bafouée, il ne faut pas mâcher ses mots. Ne pas agir devient commettre un crime contre l'histoire de notre pays. Il s'agit de la France face à l'OTAN. Nous avons été ramenés au sein de son commandement intégré le 7 novembre 2009, non par une décision annoncée en France, mais devant le Congrès américain par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui est devenu l'OTAN, sortir à nouveau de son commandement intégré, ça ne suffit plus. Il faut que nous exigions sa dissolution, car elle n'a plus sa raison d'être, ou plutôt, sa raison d'être est d'abolir les États-nations. Comme nos partenaires refuseront, nous devons faire ce que le général de Gaulle fit vis-à-vis de la communauté économique européenne, pratiquer la politique de la chaise vide. Surtout dans ces conditions, réarticuler notre politique internationale en la coordonnant avec les pays qui défendent leur propre souveraineté, ceux du Sud global et des BRICS, sans angélisme, sans aventurisme, mais avec la détermination du discours de Phnom Penh en 1966 et celui de Philippe Séguin du 5 mai 1992 devant l'Assemblée nationale. Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 était un traité de défense limité aux États-Unis et à l'Europe occidentale. Pendant la guerre froide, non sans arrière-pensée, il y avait beaucoup d'arrière-pensée, bien entendu. Ce traité a revêtu un caractère défensif au sein de l'équilibre de la terreur. Mais à partir de 1991, les bombes otaniennes ont commencé à pleuvoir de plus en plus fréquemment et de plus en plus nombreuses, tant en Europe qu'hors d'Europe. Le jeudi 18 février 2021, dans une étude rédigée à la demande de son secrétaire général Jens Stoltenberg, le projet de l'OTAN 2030 a été mis sur la table. Son orientation a été confirmée lors du sommet de Madrid des 28, 29 et 30 juin 2022. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais de l'aboutissement d'un long dévoiement consacré par la guerre en Ukraine et l'extension de la tutelle otanienne jusqu'aux eaux du Pacifique. Stoltenberg a déclaré crûment, le 16 juin 2022, « Nous allons également décider d'un nouveau concept stratégique pour l'OTAN, en arrêtant notre position sur la Russie, sur les nouveaux défis et pour la première fois sur la Chine. Global NATO, comme ils disent, l'OTAN à l'échelle du monde, c'est l'illusion impériale assumée. Deux faits significatifs. Le premier, lorsque deux installations radar russes d'alerte stratégique précoce sur les 10 que possède la Russie ont été frappées par les Ukrainiens à Armavir et à Orsk en juin. C'est un système de protection russe contre des missiles intercontinentaux, par-delà le champ de la guerre en Ukraine, par-delà le champ de la guerre en Ukraine même. Ainsi, nécessairement parrainés et guidés par des experts de l'OTAN, des militaires d'un pays frontière de la Russie ont montré qu'ils étaient prêts à aveugler la défense intercontinentale d'un adversaire disposant de toute la panoplie de l'armement nucléaire. Je souligne que en juin 2020, le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret intitulé « Principes fondamentaux de la politique de l'État de la Fédération de Russie sur la dissuasion nucléaire ». Il stipule que le recours au nucléaire serait justifié, je cite, « par l'attaque de l'adversaire contre les sites gouvernementaux ou militaires critiques de la Fédération de Russie, dont la perturbation saperait les actions de rétorsion des forces nucléaires ». Il faut se féliciter de la retenue manifestée maintenant par les militaires russes et sans doute aussi américains, alors que l'on joue avec le feu. En se disant cependant qu'aujourd'hui, c'est bien pire. Joe Biden et Anthony Blinken, ayant laissé entendre que les États-Unis vont désormais passer à une doctrine de menace éventuelle de première frappe. Vladimir Poutine et Serge Lavrov en ont conclu que la Russie devrait adapter sa propre doctrine.
C'est une situation aussi dangereuse que lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, sauf que cette fois, ce sont les intérêts vitaux de la Russie et non des États-Unis qui sont menacés et que nous autres Européens sommes aux premières loges. Le second fait significatif est la décision récente annoncée par le chancelier allemand suivant laquelle les États-Unis ont décidé de déployer sur son territoire en 2026 des missiles de longue portée susceptibles de frapper en profondeur le territoire russe, sans débat public en Allemagne, sans débat au Parlement ou ailleurs, et sans que leurs alliés européens, dont nous, aient été apparemment consultés, contrairement aux consultations qui avaient été effectivement réalisées pendant la guerre froide, au moment du déploiement des Pershing contre les SS-20 soviétiques. Les dirigeants russes voient dans cela un casus belli. Il faut bien considérer le contexte. Tous les traités d'apaisement, des tensions signés pendant la guerre froide, ont volé en éclats du fait du gouvernement américain, sauf le START, traité de contrôle et de limitation des armements, dont l'échéance est simplement reportée au 5 février 2026, précisément la date où les États-Unis prévoient de déployer leurs missiles de longue portée en Allemagne. Dès aujourd'hui, les Pays-Bas autorisent déjà les frappes ukrainiennes loin dans le territoire russe. Bientôt ce sera le cas de nos Scalp, des Storm Shadow britanniques, puis les missiles GA-SSM qui ont une portée de 1500 km. L'engrenage est devant vos yeux. Cette logique offensive de l'OTAN repose sur le paradigme d'une double menace européenne, une double menace extérieure que subirait l'Europe. La première a visé à créer un ennemi russe en le provoquant, comme dans le Donbass après 2014. En échange de la protection américaine contre cette supposée menace russe qui pèserait sur l'Europe, on impose aux Européens une division autodestructrice de notre continent et on les embrigade dans une mobilisation contre une Chine décrite comme l'ennemi ultime. La deuxième menace de l'OTAN consiste à imposer l'ordre anglo-américain en prétextant l'efficacité et l'urgence de la décision. On contourne ainsi la règle interne du consensus. Ce sont les opérations annexes de coalitions de volontaires du type Rammstein, réunissant tous les fournisseurs d'armes à l'Ukraine, et surtout la délégation d'autorité au Chasseur, le commandant des forces alliées en Europe, sous contrôle américain, commandant des forces alliées en Europe, sous contrôle américain, en la personne de Christopher Cavoli. Comme l'affirment nos amis responsables du cercle de réflexion interarmée, la menace russe est patiemment entretenue par un narratif inculqué à des militaires choyés et des médias complaisants, en vue de mettre au pas les alliés européens vis-à-vis de Washington. Le comble est atteint avec la proposition fortement suggérée de bouclier spatial allemand à 3 couches. La première allemande, la seconde américaine et la troisième, dans la haute atmosphère, israélienne. Ce serait enterrer pour toujours l'indépendance de notre force de frappe, dont Emmanuel Macron propose d'étendre la garantie à nos alliés, tout en acceptant en même temps le bouclier allemand. C'est le double enterrement. Il faut stopper le train fou avant qu'il ne soit trop tard, d'autant plus qu'on a l'expérience de la façon dont l'OTAN a procédé étape par étape pour faire peu à peu bouillir l'eau dans laquelle a sauté la grenouille française. Trahison de la promesse faite à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN au-delà des frontières d'Allemagne réunifiée. C'est Paul Wolfowitz, sous la direction de Dick Cheney, déclarant au général Clark en 1991 « Nous avons 5 à 10 ans, je cite, nous avons 5 à 10 ans pour nettoyer tous les régimes dévoués à l'ex-Union soviétique avant qu'une nouvelle superpuissance n'émerge pour nous défier. » Le 7 novembre, toujours de 1991, apparaît un nouveau concept stratégique et le texte n'est plus rédigé par des militaires, mais il est rédigé par des politiques. Suivent directement ou par procuration le démembrement de l'ex-Yougoslavie, les 2 guerres du Golfe, l'occupation de l'Afghanistan, l'élimination de Kadhafi, la complaisance, et je suis poli, envers Daesh en Syrie, le soutien à une Ukraine sous influence bandériste et la fourniture d'armes, de bombes et d'aides financières au gouvernement Netanyahou pour mener sa guerre de génocide à Gaza. L'OTAN est sortie de son rôle
de l'esprit et la lettre du traité de l'Alliance de 1949, notamment du cadre de son préambule et des articles 1 et 5, et les sorties de la légalité internationale en s'affranchissant du feu vert de l'ONU, prétendent changer l'Alliance de l'intérieur et donc une vue de l'esprit. Il faut ajouter que l'article 42 du traité sur l'Union européenne, par sa clause de défense mutuelle, lie de fait, sinon de droit, l'Union européenne à l'OTAN. Pire encore, par la déclaration commune du 10 juillet 2018, le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN sont convenus, je cite, de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, sa qualité, son étendue et son intensité. Les signataires encouragent la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne, qui ne font pas partie de l'Alliance, aux initiatives de celle-ci. Il est donc clair que la procédure d'intégration accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne est pour la Russie de même nature que le serait son intégration à l'OTAN. La coalition internationale pour la paix, organisée par l'Institut Schiller International, à laquelle je participe, a rassemblé les témoignages de Jack Matlock, l'ambassadeur américain à Moscou de 1987 à 1991, qui a totalement confirmé les promesses faites aux autorités russes de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. De Theodor Postol, l'expert incontesté de la guerre nucléaire, et de Lawrence Wilkerson de la Fondation Eisenhower, et qui fut le proche collaborateur, et qui le critique amèrement depuis, de Colin Powell, qui ont tous corroboré ce que je viens de vous dire. Les anciens du renseignement américain, maintenant dissidents, ont organisé les Veteran Intelligence Professionals for Sanity, pour une santé minimum politique, pour constituer un front de résistance contre les politiques de l'OTAN et la folie d'élites politiques qu'ils craignent bien plus que les militaires. Theodor Postol les qualifie de totalement ignorantes de ce qu'impliquerait une guerre nucléaire, vue par elle comme une sorte de scénario de jeu vidéo. Wilkerson a conclu en citant pour l'état d'esprit des cercles de l'OTAN Marc-Antoine dans le Jules César de Shakespeare, lorsqu'il dit « Carnage, pas de quartier, et lâchez les chiens de guerre ». Ne mâchons donc pas les mots. Il faut sortir d'une culture de la guerre qui nous condamne au piège de Thucydide avec des mâchoires aujourd'hui nucléaires et se battre pour la paix en associant notre souveraineté nationale aux pays qui se battent pour elle, ceux du Sud global. La réunion des BRICS, qui se tiendra les 22 et 24 octobre à Kazan, en Russie, est une date devenue bien plus importante que celle de l'élection américaine. Notre pays doit tenir son rang vis-à-vis de son peuple et de l'humanité en s'inscrivant à nouveau dans une politique d'entente, de détente et de coopération. Cela signifie une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel en Europe et dans le monde. Dès 1995, j'ai appelé pour ma part à une Eurasie du XXIe siècle, de l'Atlantique à l'Oural et de l'Atlantique à la mer de Chine. La paix est ainsi nécessaire à l'avenir du monde, hors de la logique des blocs et de la géopolitique, où les gagnants dans la géopolitique cherchent à rafler toute la mise. La paix ne peut être assurée qu'à un niveau supérieur de relations entre les peuples, ce qu'un Jean Baudin appelait l'harmonie des dissonances, en quoi il voyait l'art de gouverner. L'oligarchie qui dirige l'OTAN, elle, au contraire, divise pour régner et donc porte en elle la guerre. Idéalisme? Oui, idéalisme, nécessaire, pourvu qu'il soit réaliste. Le monde bascule vers les BRICS, l'Organisation de la coopération de Shanghai et l'Union économique eurasiatique. 80% de l'humanité en peuplement et plus de 50% en produit intérieur brut, corrigé des parités de pouvoir d'achat. C'est la nécessaire souveraineté de Coralie Delhomme, nécessairement associée à celle des autres. C'est cette souveraineté qui prend forme aujourd'hui. Et la conviction qu'une force faible, même si nous sommes apparemment en France une force faible, qui défend le droit au développement et la vérité et la justice, doit l'emporter sur ce qui apparaît dans l'immédiat plus pratique et mieux vu. Pour survivre à sa crise, l'oligarchie a toujours eu besoin de faire la guerre. Mais cette fois, c'est l'anéantissement de l'humanité évoqué par Charles de Gaulle qui est au bout du chemin. C'est pourquoi il faut non seulement dissoudre l'OTAN,
mais bâtir un ordre gagnant-gagnant, une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Le traité de Westphalie est un exemple historique qui peut nous ouvrir la voie et qui doit nous ouvrir la voie. La France n'aura de sens que si elle redevient un peuple à destin, un peuple souverain, libéré d'une féodalité financière destructrice et de sa culture de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes occupés par cette féodalité. L'OTAN et l'Union européenne en sont les instruments. Je ne peux m'empêcher de vous dire, pour conclure, vive notre nouvelle libération, vive la France libre. Il reste 10 petites minutes avant la fin de cette table ronde. Je voudrais vous poser quelques questions, commencer par Jacques Cheminade. Bien entendu, si, indépendamment de ma question, vous voulez réagir à l'un ou l'autre des intervenants, vous pouvez également. Et notamment, lors de votre intervention, vous avez parlé des BRICS, d'un nouveau modèle de sécurité mondiale qu'il faudrait établir. Et justement, donc, quelle alternative peut-on imaginer en dehors de l'OTAN? Et j'allais dire, en évitant l'écueil pour la France de passer d'une suggestion à une autre. Alors, ce qui est passionnant dans les BRICS, c'est l'entreprise de dédollarisation. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir d'un système financier qui est dominé par un dollar qui n'est même plus la monnaie américaine, c'est la monnaie des marchés financiers internationaux. Donc, Serge Glaziev, que je connais bien, qui dirige cette mission dans l'Union économique eurasiatique, avec Li Hui, un Chinois, pense à ce nouveau système. Donc il faut toucher au fond et au cœur de l'oligarchie qui tient ce système. L'OTAN est le défenseur de ce système, et le défenseur évidemment d'un États-Unis qui ont fait allégeance absolue à ce système et qui ont l'illusion de le représenter. Ce système, il faut bien le voir, est au point de s'effondrer. Il y a une crise financière de cette oligarchie qui a émis de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, sans être capable d'amener de la production, de la recherche, du développement, de l'agriculture, de l'industrie. Donc on est arrivé à un point où ce système ne tient plus. Et quand un système de ce type ne tient plus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre. Et ce système, c'est celui de l'OTAN, associé à cette oligarchie financière qu'il a promue. Donc on en est là. Je pense qu'il y a une chose à voir d'abord en Europe. C'est notre allégeance absolue. Il y a à Bruxelles une formation de futurs diplomates européens. Ils tiennent leur réunion dans une salle qui s'appelle Madeleine Albright. En Europe, on parle anglais, ce qu'aucun pays européen, l'Union européenne, ne parle. Donc il y a toute cette allégeance. Et il y a aussi une allégeance de questions dont on ne veut pas parler. Mon ami Lyndon LaRouche aux États-Unis s'est battu contre ce système, comme se sont battus les gens à leur façon, chacun avec leur idée. Martin Luther King, Malcolm X, John Kennedy et Robert Kennedy, tous assassinés. Donc il y a un combat, et je crois qu'il faut avoir le courage en Europe, et surtout en France, parce que nous avons l'exemple historique du général de Gaulle. Nous avons cette nécessité, cette volonté, cet engagement de nous battre pour ce nouvel ordre qui se dessine. Alors je ne veux pas dire que ce nouvel ordre soit parfait. D'ailleurs la Chine parle de coexistence sans uniformisation. Et elle ne cherche pas à convertir les autres à son système. La Russie non plus. Il cherche simplement un ordre mondial de sécurité et de développement économique mutuel. La lutte contre l'oligarchie, c'est assurer un développement économique mutuel. Il cherche à aboutir, à aller dans cette direction. Et sortir de l'OTAN pour la France serait un signe, mais je pense que demander l'abolition de l'OTAN, qu'on en finisse, qu'elle soit effacée, elle n'a plus aucune raison d'être, et qu'à ce moment-là, on apparaisse comme celui qui est, au sein des pays occidentaux, la voie de la raison. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont, à certains moments de leur histoire, j'ai mentionné les 4 d'aujourd'hui, mais même John Quincy Adams, à un certain moment, a dit « Nous perdons notre raison d'être en tant qu'État si nous poursuivons toute notre vie des monstres à l'étranger. » Et je pense que nous avons aujourd'hui des amis aux États-Unis, je voulais vous en parler, je me permets de vous en parler, José Vega et Diane Serre, qui se battent. Alors,
j'appellerais dans le ventre de la bête, si vous me permettez, qui se battent pour ce nouvel ordre mondial et qui disent les États-Unis sont un pays occupé par leurs services de renseignement, par leur oligarchie financière, et vous savez, il y a une date très importante, le 17 janvier 1961. Ce 17 janvier 1961, je conclurai avec ça, Eisenhower dénonce le complexe militaro-industriel. Bon, il n'est pas militaro-industriel aujourd'hui, il est militaro-industriel, financier, de renseignement, universitaire, il est partout. Mais cette même date, ce 17 janvier 1961, on voit Kennedy terrorisé lorsqu'au téléphone il apprend l'assassinat de Lumumba. Pourquoi? C'est la même date, hein, parce qu'il sait que ces services de renseignement, et ce qu'on appelle aujourd'hui à tort l'État profond, moi j'appelle ça l'État anglo-américain de l'oligarchie, a pu assassiner un chef d'État étranger sans que le président rentrant connaisse leur opération. Et je crois qu'il ne la connaissait pas. Donc ça vous définit les États-Unis comme un pays où il n'y a plus de démocratie, où il y a, au nom de la démocratie, la responsabilité de protéger, comme ils disent, les intérêts de l'oligarchie. Et j'invite nos amis, s'ils en sont d'accord, à signer, puisque ce sont les assises de la souveraineté sous l'égide du rassemblement, cette déclaration d'intention qui appelle au rassemblement de tous les souverainistes dans l'intérêt de la France. Merci à tous.